Canal+ lance ce 16 février la deuxième saison de la série Cacao. 5 ans après le lancement de la première saison, la série Cacao fait son grand retour avec une équipe plus dynamique et de nouveaux talents à découvrir. Les thématiques de cette deuxième saison portent sur la famille, le pouvoir, l'amour, la trahison et la jalousie. Pour ce début d'année, on va essayer de taper assez fort. Tout d'abord en termes de contenu, avec une nouvelle saison de la série Cacao qui avait été lancée il y a 5 ans déjà, en 2020, qui avait remporté un franc succès, et on revient avec la saison 2. C'est pas n'importe quelle saison 2, puisque nous avons derrière la caméra l'une des réalisatrices qui n'est d'autre que Angela Akereburu Rabatel. Et également, nous avons Julio Teco, face caméra, en tant que l'un des acteurs principaux qui va endosser le rôle du fils héritier de la famille Desva dans la saison 2 de Cacao. Pour accompagner ce lancement, Canal+ offre une promotion à ses abonnés. Cette promotion va couvrir 15 jours et débutera le 18 février. Par ailleurs, en termes d'offres, effectivement, pour accompagner le lancement de cette nouvelle saison, nous allons donner à l'occasion à nos abonnés, à nos clients et à ceux qui veulent l'être, on va leur donner l'occasion de le faire avec des prix promotionnels. Donc déjà, pour les clients qui souhaitent acheter notre décodeur HD, ce sera tout à fait possible, avec un prix promotionnel du décodeur HD à seulement 3 000 francs CFA, accompagné d'une installation gratuite au domicile du client, avec nos techniciens agréés formés pour avoir une garantie de qualité, d'image et de service. Par ailleurs, pour nos clients qui ont déjà un décodeur à la maison, eux aussi, nous ne les avons pas oubliés, puisqu'ils auront un bonus qui peut aller jusqu'à 30 jours sur le bouquet Tout Canal+, qui est le bouquet VIP. Il leur suffit pour ça de se réabonner à leur formule actuelle pour avoir ce bonus de 2 semaines et jusqu'à 30 jours, encore une fois, au bouquet Tout Canal+ VIP à 40 000 francs CFA. Notons que cette offre de Canal+ permettra aussi d'avoir accès aux plus grands événements sportifs, aux derniers films et aux séries exclusives. Le rapport annuel de Transparency International sur l'indice de perception de la corruption IPC 2024, publié ce mardi, dévoile des résultats préoccupants pour plus de 2/3 des pays dans le monde. L'étude, qui évalue 180 nations sur une échelle de 0, fortement corrompues à 100, très peu corrompues, révèle que malgré certains progrès, la corruption reste un défi majeur pour de nombreux gouvernements. Les pays nordiques, notamment le Danemark et la Finlande, continuent de dominer le classement avec des scores proches de la perfection. À l'opposé des pays comme le Soudan du Sud et la Somalie, figurent en bas de liste, affichant des scores alarmants de 8 et 9 points respectivement. Les grandes puissances économiques telles que les États-Unis et la France enregistrent également des reculs significatifs. Les États-Unis chutent à la 28e place, tandis que la France perd des positions et se classe au 25e rang, marquant une inquiétante détérioration de la situation de gouvernance. D'autres pays européens comme l'Espagne et Israël connaissent des évolutions contrastées, l'Espagne reculant, tandis qu'Israël progresse. Le Togo, de son côté, voit une légère amélioration en 2024, avec un score de 32 points contre 31 l'année précédente. Bien que cette évolution montre des efforts dans la lutte contre la corruption, le pays reste loin d'un progrès substantiel. Cette stagnation soulève des questions sur l'efficacité des réformes en cours et sur la nécessité de renforcer les actions pour mieux contrôler et éradiquer la corruption. La lutte contre la corruption demeure un défi majeur à l'échelle mondiale. Alors que certains pays enregistrent des avancées notables, beaucoup d'autres peinent à inverser la tendance. Il est essentiel que les gouvernements intensifient leurs efforts et mettent en œuvre des réformes plus audacieuses pour garantir une gouvernance transparente et renforcer la confiance des citoyens en leurs institutions. La gestion des ordures ménagères a été aux premières heures des conseils municipaux la pomme de discorde entre l'État à travers son Agence nationale d'assainissement et de salubrité publique ANASAP et les communes, principalement celles du Grand Lomé. En matière d'eau et d'assainissement, les mairies et l'ANASAP ont de la peine à s'accorder sur les responsabilités de l'un et de l'autre. Parfois, les deux entités se revendiquent des responsabilités et d'autres fois, les deux se rejettent mutuellement les responsabilités. Pourtant,
le décret sur les responsabilités des deux entités est clair. C'est l'État qui définit la politique nationale d'assainissement. C'est lui qui planifie et programme les investissements, contrôle la qualité des eaux usées et des boues de vidange, et c'est encore lui qui approuve les plans communaux d'investissement dans le sous-secteur de l'assainissement. Quant aux communes, elles assurent la collecte et le transport des eaux usées et des boues de vidange. Elles s'occupent aussi de l'entretien des installations. Mais depuis que la gestion des déchets ménagers est devenue un véritable commerce, toutes les lignes de démarcation sont effacées. Tout a commencé avec la volonté des mairies de contrôler les micro-entreprises qui s'occupent de la collecte des ordures des ménages vers les dépotoirs intermédiaires. Les contrats furent alors mis à plat et le marché de la collecte des ordures redistribué entre des sociétés écrans appartenant souvent aux premiers responsables municipaux. Et dans cette gestion de copinage, c'est les ménages qui en payent le lourd tribut. Les ordures ménagères ne sont plus collectées en temps et en heure. Ainsi sont nés les nouveaux dépotoirs sauvages dans les communes. À défaut de constituer des dépotoirs sauvages, c'est les caniveaux qui sont devenus des lieux de dépôt d'ordures ménagères et d'eau usée. Parfois, c'est les rues qui tiennent lieu de dépotoir des ordures et des eaux usées. La population togolaise fait face depuis quelques années à une menace silencieuse et mortelle de conteneurs mal fixés. Des accidents impliquant les conteneurs ne cessent de se multiplier tout en ôtant des vies humaines et en semant les désolations dans les familles. Une question reste ainsi posée face à cette situation. Pourquoi ces accidents continuent-ils? Que font les autorités en charge de la réglementation du transport routier? En effet, l'accumulation de ces accidents est un signe démonstrateur de plusieurs failles du système de transport routier au Togo. Parmi ces failles, on peut citer un manque de contrôle rigoureux à la sortie des camions du port autonome de Lomé, la tolérance dans l'application des normes de sécurité et l'impunité dont bénéficient certains transporteurs sont autant des facteurs qui favorisent ces accidents évitables. Dans le but de réduire ces accidents, des organisations de la société civile exigent la mise en place d'un mécanisme de contrôle strict à la sortie du port et sur les axes routiers principaux avec des sanctions exemplaires en cas de non-respect des règles de sécurité. Elle appelle aussi à une réforme urgente du cadre réglementaire du transport de marchandises lourdes, incluant des exigences plus strictes en matière de fixation des charges et des inspections régulières des véhicules de transport. Une indemnisation juste et rapide des victimes et de leurs familles afin que la douleur de ces tragédies ne soit pas aggravée par une absence de soutien financier et moral. Un suivi rigoureux des engagements pris par les autorités pour que les mesures annoncées ne restent pas lettres mortes. Il était le dernier verrou militaire avant Bukavu. Après avoir pris Katana dans la matinée, le M23 s'est emparé de l'aéroport de la localité de Kavumu, situé à une trentaine de kilomètres de la capitale provinciale. Sa prise se serait faite sans résistance. Des images publiées sur les réseaux sociaux et localisées à Kavumu laissent toutefois entendre des coups de feu. Le M23 a ensuite continué son avancée et est entré à Bukavu. Sur ces images amateurs, ces soldats sont filmés arrivant sur la place du 24, la place principale de la cité. Site stratégique, Bukavu est déjà tombé aux mains de soldats dissidents de l'armée congolaise en 2004. Sa prise donnerait au M23 le contrôle total du lac Kivu. Dans la ville ce matin, les habitants semblaient avoir anticipé leur arrivée. Les rideaux des boutiques sont restés baissés, les véhicules ont été chargés, prêts à partir. Aujourd'hui, nous avons peur et je pense que je dois quitter cette ville parce que ceux qui nous protègent sont déjà en train de s'enfuir. Je suis un civil et je vais partir dans les montagnes. Selon une source sécuritaire, les forces armées congolaises et les troupes burundaises déployées dans la région se seraient repliées vers le sud-ouest de Bukavu, en direction de la frontière avec le Burundi. En déplacement à Munich, le président congolais Félix Tshisekedi a une nouvelle fois dénoncé le soutien du Rwanda au M23 ainsi que l'inaction de la communauté internationale. Il a également pointé du doigt la responsabilité de son prédécesseur. Je n'ai absolument pas l'impression que l'opposition qui a pris les armes, qui a fomenté avec le Rwanda
ce coup contre la République est dans son bon droit. D'ailleurs, la preuve, c'est que les vrais commanditaires se cachent. Et le vrai commanditaire de cette opposition, c'est mon prédécesseur, c'est Joseph Kabila. Mais il ne l'avoue pas, il n'assume pas ses actions. Après avoir pris fin janvier le contrôle de Goma, le M23 et les troupes rwandaises continuent leur avancée dans le sud Kivu. Selon l'ONU, les violences de ces dernières semaines ont fait près de 3000 morts et des centaines de milliers de déplacés. L'organisation s'inquiète de la situation humanitaire dans la région. Une partie de Goma est en effet toujours privée d'eau potable, faisant craindre une épidémie de choléra. L'opposant ougandais Kizza Besigye, en proie à la faim, a comparu ce vendredi devant le tribunal dans un état de santé critique selon ses partisans. Âgé de 68 ans, Besigye est l'un des principaux opposants au président Yoweri Museveni, au pouvoir depuis près de 40 ans. Jugé pour menace à la sécurité nationale, l'opposant a entamé une grève de la faim le 10 février dernier pour protester contre sa détention. Son avocat avait déclaré jeudi que Besigye était trop malade pour quitter sa cellule, mais ce vendredi, le prisonnier a comparu aux côtés de son allié politique, Samuel Lubega Mukaku, pour incitation présumée à la violence lors d'une manifestation contre la hausse des prix des matières premières en 2022. L'organisation de défense des droits Amnesty International a qualifié l'affaire Besigye de parodie de justice. Des centaines de Sud-Africains blancs ont manifesté samedi à Pretoria pour montrer leur soutien au président américain Donald Trump et dénoncer ce qu'ils considèrent comme du racisme de la part de leur propre gouvernement. Ce rassemblement intervient après que le chef d'État américain a critiqué une nouvelle loi votée par le gouvernement sud-africain qui irait selon lui à la défaveur de la minorité blanche sud-africaine. Nous voulons simplement dire à l'Amérique et à l'Occident que malgré les décisions de politique étrangère prises par le gouvernement sud-africain ces 2 dernières décennies, l'Occident a toujours un ami ici en Afrique du Sud. Les critiques et les sanctions de l'administration Trump à l'égard de l'Afrique du Sud ont ravivé un débat sur la manière dont le pays doit traiter l'héritage de siècles de domination de la minorité blanche sur la majorité noire. Malheureusement, la vérité après 30 ans, c'est que nous avons un pays divisé où le gouvernement adopte des politiques et positionne l'Afrique du Sud comme une nation fragmentée, ce qui engendre de la corruption à différents niveaux. Cela détruit le concept de paix et de réconciliation. Les manifestants blancs brandissaient des pancartes évoquant non seulement la loi sur l'expropriation, mais aussi d'autres politiques de discrimination positive mises en place depuis la fin de l'apartheid en 1994. Au Maroc, la sécheresse a mis à mal le domaine de l'agriculture. Les 6 années de sécheresse prolongée ont provoqué des pertes d'emplois massives dans le secteur et poussé le pays à accélérer ses projets de dessalement. Le bétail a diminué de 38% par rapport au dernier recensement effectué il y a 9 ans et les précipitations ont été inférieures de 53% cette année par rapport à la moyenne des 30 dernières années. Dans son budget 2025, le royaume chérifien a suspendu les droits d'importation et la taxe sur la valeur ajoutée sur les bovins, les ovins et les chameaux, ainsi que sur la viande rouge, afin de maintenir les prix stables sur le marché intérieur. L'année dernière, la sécheresse a réduit la production marocaine de blé tendre, de blé dur et d'orge à 3,1 millions de tonnes, soit une baisse de 43% par rapport à l'année précédente. Trois candidats en lice pour succéder à Moussa Faki Mahamat à la tête de la commission de l'Union africaine. Le Kenyan Raila Odinga, le Malgache Richard Andriamantrato, le Djiboutien Mahmoud Ali Youssouf.
Dans ce duel de l'Afrique de l'Est, l'opposant kényan fait figure de favori. Avec 5 participations à l'élection présidentielle, un poste de Premier ministre entre 2008 et 2013, Raila Odinga peut aussi compter sur le soutien du président William Ruto, mais son âge, 80 ans, pourrait l'handicaper. À 59 ans, le diplomate djiboutien Mahamoud Al-Youssouf, proche du président Omar Guelleh, jouit d'une forte expérience politique. Il a passé 20 ans au ministère des Affaires étrangères. C'est la première fois que Madagascar a un candidat pour un poste aussi élevé au sein de la Commission de l'Union africaine. Un défi que Richard Andriamadrato veut relever à coup sûr. Le chef de la diplomatie malgache de mars à octobre 2022 a également été ministre de l'économie et des finances de la Grande Île entre 2018 et 2021. Les militants du Hamas ont libéré 3 otages israéliens ce samedi en les faisant défiler devant une foule dans le sud de la bande de Gaza. Relâchés dans le cadre d'un accord de cessez-le-feu précaire qui exige qu'Israël libère des centaines de prisonniers palestiniens en échange, Ler Horn, 46 ans, Sagi Dekel-Shen, 36 ans et Troufanov, 29 ans, ont été remis à la Croix-Rouge puis à l'armée israélienne avec qui ils ont pu recevoir un traitement médical avant de retrouver leurs proches. Ces 3 nouvelles libérations portent à 24 le nombre de captifs libérés par les militants depuis le cessez-le-feu. Tous ont été enlevés lors de l'attaque du 7 octobre 2023 qui a déclenché la guerre. Ces derniers jours, le cessez-le-feu a semblé dangereusement proche de l'effondrement. Le Hamas avait déclaré qu'il retarderait la libération des otages après avoir accusé Israël de ne pas respecter leur accord en n'autorisant pas suffisamment d'abris, de fournitures médicales, de carburant et d'équipements lourds pour déblayer les décombres. Israël a déclaré qu'il reprendrait les combats samedi si les otages n'étaient pas libérés. Finalement, le Hamas a annoncé qu'il relâcherait d'autres otages après des discussions avec des responsables égyptiens et qataris, s'engageant à éliminer tous les obstacles afin qu'Israël autorise l'entrée du matériel dans la bande de Gaza.